Le viol est un acte déplorable, mais qu'en dire lorsqu'il intervient au sein de la cellule familiale étroite ? Cet inceste, qui concerne le plus souvent des pères vis-à-vis de leurs enfants, est puni plus sévèrement par la loi ivoirienne que les autres cas de viol. Et pour autant, dans les faits, il est difficile à chiffrer et donc difficile à condamner, tant il survient dans le silence. Et on va justement briser le silence et lever le voile autour de ce viol incestueux dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, ne bougez pas, ça commence maintenant. Bonjour à vous et bienvenue pour un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, comment ça va ? Bonjour Anan. Hello. Ça va ? Ça va. J'aime bien. beaucoup ton boubou. Écoute, j'allais te faire un compliment, mais merci beaucoup. Ah oui, Je t'avais parlé de ton maquillage qui est très joli. Ah ouais. Et du tien aussi. Oui, aujourd'hui c'est vrai que j'ai décidé de porter un boubou, c'est pas... c'est rare. C'est rare, ouais. C'est encore le ramadan, je suis dans cette ambiance-là. Voilà, et la fête approche. Bon. Doucement mais sûrement, donc c'est pour ça que ça se passe j'ai bien, sorti tu tiens le coup. Écoute, ça va, non, ça va. Tu sais, quand t'as fait les 2-3 semaines, honnêtement, tu sens que c'est la fin qui approche, ça va. Tu tiens. Génial. Bon, les filles, aujourd'hui, on parle d'un sujet pas drôle, sensible. Comme ça, sensible, plus que sensible même. Au-delà du viol, de manière générale, on parle vraiment des cas de viol qui se produisent dans la famille et qui sont donc incestueux, c'est-à-dire d'un père par rapport à son fils ou sa fille, un oncle vis-à-vis de ses neveux ou nièces, ce type de cas-là. Alors, il y a effectivement une loi, un article du Code pénal qui condamne ces types d'actes plus sévèrement que les autres cas de viol, puisqu'on encourt une peine de prison à vie, donc c'est beaucoup plus sévère. Mais j'aimerais savoir, à votre niveau, personnellement, quel châtiment vous estimez important, nécessaire pour les personnes qui ont ce type d'action. Alors, moi, je vais rester, on va dire corporate. On a la télé, donc je vais rester corporate. Je vais dire qu'on ne doit pas juger son prochain, même si son acte est condamnable et à condamner. Mais clairement, je pense que ces personnes doivent vraiment payer à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Le prix, voilà. À la hauteur. Ils méritent vraiment d'être... Bon. Je vais passer la parole. En tout cas, il mérite quelque chose. Alors moi, je vais être un peu moins sensible que toi. Je condamne, je juge et je condamne fermement cet acte. Déjà, le viol, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas normal. À plus forte raison, violer son enfant. Bon, je ne sais pas quel esprit a animé ces personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Moi, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est inconcevable. Et si on doit condamner cette personne, effectivement, que ce soit à vie. Bon, malheureusement, je n'irai pas plus loin que ça. Je vais quand même rester un peu sensible, mais je pense qu'il mérite vraiment un châtiment assez à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Ouais. Voilà. Écoutez, je vous rejoins, les filles. Je pense que c'est l'une des pires choses qu'on puisse faire, honnêtement. Mais moi, j'avoue que je m'interroge toujours, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, sur ce qui explique ce type de comportement. Est-ce que c'est toujours de la... Non, ce qui explique, c'est est-ce que c'est toujours de la déviance sexuelle ? Donc ça veut dire que toutes ces personnes qui commettent ça sont des pervers déviants, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Enfin, je pense qu'on pourra parler des causes aujourd'hui dans le cadre de cette émission, mais c'est vraiment, pour moi, une interrogation aussi. Je me demande, est-ce qu'il y a des vrais troubles psychiques qui, quelque part, doivent être traités autrement, sans pour autant... nier le fait qu'il faut une punition et qu'il faut que la justice... Moi, je ne me pose pas vraiment la question, en fait, parce qu'il y a des points il y a des problèmes de société sur lesquels je ne me dis pas pourquoi, parce que ça ne devrait pas exister. Ouais. Et pour moi, me demander pourquoi ça existe, c'est quand même lui donner une forme de raison d'être. C'est comme ça que je préfère, en fait, ça ne se fait pas. On n'a pas à violer quelqu'un, on a encore plus quelqu'un de sa famille, sa fille par exemple, qui attend protection du père, donc tu trahis 100 fois plus encore la confiance de la petite fille ou de la jeune femme, parce que il y a des petites filles qui sont violées jusqu'à leur tout au long de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, et après sans compter que tu gâches ta vie. Et donc pour moi c'est vraiment pas explicable, et il n'y a aucune raison. Dans certains cas, les filles tombent enceintes même de leur propre père. C'est parce que ce soit en Afrique, mais également en Europe. Mais partout, en fait, ça existe partout. C'est bien le problème.
Bon, écoutez, on va quand même poser la question, comme d'habitude, à nos téléspectateurs. Le viol incestueux, quel est le châtiment approprié à votre avis? On écoute quelques-unes de vos réponses. Bon, les parents qui se permettent de violer les enfants, on doit les envoyer en prison. D'abord même, bon, les envoie en prison, on les enferme à vie là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un peut vous violer lui-même son propre enfant. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Le parent qui a toutes ses facultés en place, qui a toute sa tête au complet et qui viole son enfant, il a besoin d'une bonne correction. Une très bonne correction d'ailleurs. Quand il va quitter là, peut-être que même s'il a vu quelqu'un d'autre, un enfant de quelqu'un d'autre, soit même une jeune fille passer, il n'aura pas le courage de l'approcher encore. Une bonne correction à la marque, hein. C'est là-bas, il doit se trouver, c'est là-bas, il doit être sa place. C'est même pas normal. Ça se fait même pas même. Même enfant de dehors, quel que soit même alpha là. Si tu as donné une petite fille qui a dit elle veut partir, la laisse tranquille. À quoi faire de la violer? C'est pas normal. C'est un garçon. Tu as toutes ses facultés en place. Tu peux draguer n'importe quelle femme, elle peut t'accepter comme elle ne peut t'accepter. La vie là, c'est très simple là. Il y a des hauts et il y a des bas. Si tu vois que elle ne t'arrange pas, tu la laisses tranquille. C'est vrai que tu peux miser tout ton ta fortune sur elle, mais si elle dit elle ne veut pas, elle ne veut pas. Tu n'es pas obligé de la forcer. Ou bien? En tout cas, les papas qui violent les enfants là, ça, on doit les frapper, vraiment frapper d'abord, avant de les jeter en prison. Parce que ça, c'est un crime qui est vraiment grave. Voilà, ça c'est un crime qui est vraiment, vraiment, vraiment grave. Il faut les punir fort même, frapper bien d'abord avant de les jeter en prison. Bon, écoutez, il y a l'unanimité, hein. Tout le monde est d'accord. Ouais. C'est un crime très grave. Qu'est-ce qui te fait sourire? En fait, parce que je suis totalement d'accord avec elle. Sur la correction, Frapper d'abord. Avant de les jeter en prison. Elle dit frapper vraiment, vraiment, vraiment. Elle a totalement... Tu sais, il y a des... Même, je pense, en Côte d'Ivoire, il y a un peu la justice de quartier, là. Oui. La justice Il faut de les quartier, laisser faire Un peu quand même. Parfois, ça peut aller très loin. C'est dans dangereux. certains cas. Ouais, parce qu'on mais bon, en réalité... Mais bon. Est-ce que ça n'existe pas encore ici, en Côte d'Ivoire, la castration chimique? Mais si c'était possible, ce genre de cas devrait mériter la castration. Elle n'est pas du tout dans le politiquement correct. Non, franchement, je suis désolée, mais ça, c'est un sujet, on n'est pas là pour... C'est sans langue de bois aujourd'hui. Non, mais tu as bien raison, je te comprends. Ouais. Écoutez, les filles, on va accueillir nos invités du jour qui vont justement nous en parler. C'est des personnes de terrain, elles travaillent au sein de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Il s'agit de Marie-Paul Okri et de Marie-France Kouakou. Marie-Paul Okri qui est donc activiste au sein de la Ligue et Marie-France Kouakou, experte en genre et développement. Bonjour mesdames. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, hein, donc du viol au sein de la famille, du viol incestueux. Un père ou d'une mère ou d'un oncle ou d'une tante qui viole des jeunes personnes au sein de la famille. Alors juste avant de vous donner la parole, je vous propose quand même de regarder un petit reportage qui justement fait l'état de lieu de la situation en Côte d'Ivoire. Un acte abominable, mais une réalité sous nos cieux. Violer un membre de sa famille, une pratique mise à nu par les victimes. Elles sont de plus en plus nombreuses à sortir du silence pour dénoncer ces faits traumatisants. Mais dans certains foyers, ce tabou est étouffé par la famille, craignant davantage pour son honneur que pour la santé psychologique de la victime. Seulement dans la ville d'Abidjan, plusieurs cas ont été répertoriés depuis le début de l'année 2021. Le dernier en date, une mineure abusée sexuellement par son beau-père à Bingerville sous le silence complice de sa mère. La Ligue ivoirienne des droits de la femme décide alors de se saisir de cette affaire pour que justice soit faite. Le 13 avril dernier, Désiré Dénéo, secrétaire général de la Ligue, porte l'affaire sur la place publique en direct sur sa page Facebook. Cette nuit, la Ligue vient dénoncer, selon elle, le mauvais traitement de ce dossier par la brigade des mineurs. Nous sommes à la brigade des mineurs, chers internautes. En Côte d'Ivoire, les droits humains sont biaisés, mais également les droits des enfants. Et on espère que la direction de la police nationale va réagir. C'est censé être une brigade de protection des mineurs. Hein. C'est censé être une brigade qui protège les enfants. Et le droit des enfants n'est même pas respecté. Hein? Donc tu es là, ton mari place ta fille, tu ne parles pas? En plus, la vidéo, tout ce qu'on a remis, ils n'ont jamais accepté. En fait, ils n'ont jamais accepté aucune preuve. C'est n'importe quoi tout ça. Agresser des gens en plus ici. Où ça va aller là? Ça va aller ce soir là. Sur les lieux, les représentants de la Ligue sont intransigeantes, discours reprobateurs à l'endroit de la mère de la victime.
Là, voilà qui est en train d'insulter les gens. C'est qu'on fait des délégations à Benjamin pour demander aux gens de retirer leur plainte. C'est moi qui ai porté la plainte pour le compte de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et si d'ailleurs votre beau-frère continue de me harceler, je vais porter plainte contre vous et contre votre beau-frère. Parce que depuis, on vous a pas encore mise en cause. Oui, parce que ça fait 2 semaines que votre petite fille est gardée quelque part. Vous ne vous souciez même pas d'où est l'enfant. Votre instinct de maternité, il est où? Il est où votre instinct de maternité? Il est où votre instinct de maternité? Vous êtes une génitrice. Vous n'êtes une génitrice. Vous ne méritez même pas d'être appelée mère. Mère indigne. Mère indigne. Mère indigne. Moi, je suis pas indigne parce que moi, je prends encore votre enfant. Depuis le vendredi, moi, je m'occupe de votre enfant. Je sors de l'argent de ma poche pour m'occuper de votre enfant. Mère indigne. C'est quoi un foyer? C'est quoi un foyer? Moi, ma mère, elle est sortie d'un foyer avec 5 enfants sous la main. Mais elle a réussi à faire quelque chose de la vie de ses enfants. Mère indigne. Mère indigne. Vous êtes une mère indigne. En Côte d'Ivoire, le viol est puni par la loi. Mais celui relevant de l'inceste est plus sévèrement sanctionné par un emprisonnement à vie pour l'agresseur. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, c'est un cas de figure qui est assez répandu et il y a eu pas mal de cas qui ont été signalés, notamment sur la région d'Abidjan ces derniers mois. À votre avis, est-ce que ça se produit à la même échelle à travers la Côte d'Ivoire et est-ce qu'on... Je sais que tout à l'heure, on en parlait avec Ami, c'est difficile de vouloir expliquer ces cas de viol qui interviennent dans la famille, donc de viols incestueux, mais comment est-ce qu'on peut les expliquer, si on devait les expliquer? Peut-être, on va commencer par vous, Marie-Paul. En fait, le viol n'est pas vraiment répandu maintenant. Le viol a toujours été répandu. Simplement que les gens ont tendance à parler, à dénoncer maintenant, avec l'appui des ONG et tout, qui sont sur terrain et qui disent « faites-nous confiance, on peut vous accompagner et que vous n'êtes pas en faute ». Voilà. Et donc, la cause de tout ceci, c'est le non-respect de la personne, tout simplement. Le non-respect de la personne. Parce que le viol n'est pas en rapport avec la personne et tout, c'est en rapport avec la violence, la force. Et lorsqu'on a autorité sur une personne ou qu'on veut montrer son autorité, on prend possession de force du corps de cette personne. Voilà, donc c'est un peu la cause et aussi la banalisation du viol même. Ouais. Parce que nos familles africaines, ils ont tendance à banaliser le viol. Lorsqu'on parle de cas d'adultère, je sais que c'est vraiment pas quelque chose de très petit, mais quand il s'agit de cas d'adultère, l'Africain il ne pardonne pas. Mais lorsqu'on parle de viol, il a tendance à dire qu'il faut pardonner, il faut se taire, le linge sale se lave en famille et tout. Et donc ça, c'est parce que le viol est banalisé. Et surtout lorsqu'il touche le petit enfant. C'est ça. Voilà. Parce que là, c'est vraiment, on parle comme elle l'a dit tout à l'heure, Ami, d'une trahison finalement, parce que c'est un père qui a de l'autorité sur un enfant et qui l'utilise pour abuser de cet enfant-là. En fait, je voulais juste préciser quelque chose, parce que vous avez parlé de violence, de force, mais il est important de préciser que la violence et la force, ce n'est pas forcément quelque chose de physique. Oui, il y a la pression. Voilà. Ouais, la pression, parce qu'en général, les gens lient le viol à la violence, parce que je pense déjà le mot viol, violence, il y a une consonance, mais c'est pas forcément pareil. Je voulais juste... Oui, et puis c'est pas que de la violence physique, c'est de la violence dans tous les cas. Bien sûr, il ne faudrait pas qu'on dise que la victime n'a pas de coup, elle ne porte pas de marque de coup, et donc elle n'a pas été violée. Elle s'est laissée faire, donc elle aussi, elle aimait bien ça, donc elle a accepté en fait. Donc exactement, non, tu as absolument au-delà de ça. Au-delà de ce que vous venez de dire, je me demande quelles sont les raisons pour lesquelles un homme, un père ou une mère peut violer son enfant. Est-ce que, comme Anan l'a dit, c'est un problème de déviance, on va dire, ou un problème psychologique, ou est-ce que derrière, il n'y a pas aussi, comme on dit en Afrique, les pratiques occultes, où les marabouts disent, bon, si tu vas toucher ton enfant, tu vas avoir de l'argent. À votre avis, quelles sont les raisons? Moi, je dirais d'abord que c'est une question de pulsion qu'on n'arrive pas à contrôler. Ah d'accord, c'est de la déviance. Voilà, parce que tout le monde est libre. Vous pouvez voir une femme, comme une femme peut voir un homme qui est beau, parce qu'il est beau, tu dis j'ai envie de lui, mais ce n'est pas ton homme. Donc tu apprends à maîtriser tes pulsions. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu vois ton frère qui est très beau, mais c'est ton frère. Donc moi, je vais sur la base de pulsions qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que autant on est libre de pouvoir avoir des rapports sexuels avec une femme, mais quand ça devient sa fille, on est lié par le sang. Et donc si on n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, ça devient compliqué. La deuxième des choses dont a parlé Aurélie, on est en Afrique et souvent certaines pratiques peuvent pousser
plus ou moins certains pères, sans le vouloir, à avoir des rapports avec leur fille pour un objectif, on va dire, qui est pécuniaire, en fait, à la fin. Et voilà. D'accord. Allez-y. OK. En fait, moi, j'aime pas trop cette excuse-là parce qu'on se cache derrière et on déresponsabilise ces bourreaux-là. Voilà. C'est pas forcément pour des pratiques occultes. C'est pas parce que nous sommes en Afrique qu'on dira des pratiques occultes. Parce que le viol incestueux, ça se passe aussi ailleurs. Oui. Voilà. Donc, il faut pas les déresponsabiliser. Et il faut pas aussi dire qu'ils sont psychologiquement atteints et tout. Ce sont des personnes normales qui abusent, en fait, de leurs enfants, et ce, consciemment, jusqu'à ce que un spécialiste vienne nous dire que ils sont mentalement atteints. Voilà. Mais du coup, vous ne pensez pas que c'est peut-être, excusez-moi si j'ai posé, mais je voulais rebondir, c'est pas un manque d'éducation? Est-ce que la personne peut-être l'a pas déjà vécu avant et donc c'est une sorte de copie de son passé? Ou est-ce que c'est un manque d'éducation, c'est pas un manque d'éducation religieuse ou un manque d'éducation même? Parce qu'en fait, de la religion, c'est normal. Quand on fait le catéchisme, quand un musulman, il apprend, on sait que ce sont des choses qui ne se font pas. On sait que tu vas en enfer, entre guillemets, quand tu mets... Même et un parent aussi, quand tu éduques ton enfant, à la base, tu sais. Donc, vous ne pensez pas aussi que quelque part, ce sont des personnes qui ont été laissées comme ça pour compte et qui sont justifiées, bien sûr, leurs actes. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à ça, un manque d'éducation? Il y a l'éducation aussi. C'est une possibilité. Moi, je pense que ça peut être une possibilité. Il ne faut pas exclure, en fait, tout type de cause quand il s'agit de viol. Ça peut être une possibilité parce que les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient. Et peut-être que c'est une personne qui a été victime dans son passé, dans l'enfance, peut-être qu'il est tombé sur une scène, peut-être, on va dire, qu'il ne devrait pas voir, qui a créé certaines choses en lui. On a travaillé sur un cas avec un enfant qui, vers la fin, un homme qui a fini par nous avouer, en fait, qu'à l'âge de 5 ans, il a surpris ses parents en train de faire l'amour. D'accord. Et cette scène est restée, en fait, dans son esprit et il avait toujours envie d'essayer. Mais il a caché ce problème jusqu'à ce qu'un jour, il puisse dire quand je vois les femmes, j'ai tout de suite envie de sauter sur les femmes parce que c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais tout petit. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça me fatigue jusqu'à ce qu'il se fasse suivre, en fait. D'accord. Mais les hommes c'est quoi? C'est un prédateur? Il commet des viols? Oui, effectivement. Jusqu'à ce qu'il puisse dire, oui, j'ai fait parce que j'ai surpris mes parents quand j'étais tout petit, en train d'avoir des rapports sexuels. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est resté devant la porte et il a suivi jusqu'à la fin. Ouais. Ce qui est très étrange déjà aussi. Voilà. Et donc, du coup, quand vous vous retrouvez en face d'une personne, on ne dit pas de ne pas le responsabiliser parce que même quand on prend la loi, on dit toute tentative est punissable. Bien sûr. Que tu aies abouti à ce pourquoi tu devrais ou pas, autant tu es l'auteur d'un crime est punissable, autant celui qui a tenté. Donc, on ne l'excuse pas. On ne l'excuse pas, mais il faut juste dire que les causes du viol sont assez complexes et peuvent découler de ce qu'on a vécu dans le passé ou bien même dans l'environnement immédiat. Ça peut ne pas être à la maison, mais peut-être un ami. Nous ne pouvons pas surveiller la compagnie de nos enfants, ce qu'ils font après quand nous ne sommes pas là. Donc, ce sont vraiment des choses, des causes qu'il ne faut pas omettre. Mais nous restons convaincus que le viol, c'est un crime. Et celui qui commet un viol, peu importe l'intention ou le passé de cette personne, il doit répondre devant la loi. Quitte après de pouvoir le résocialiser ou l'emmener peut-être psychologiquement à comprendre qu'en fait, qu'il ne faut pas violer. C'est ça. Je voulais revenir sur qui violait, parce qu'on parle souvent du père. Mais est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas où c'est la mère ou la tante, enfin, des femmes, une figure féminine qui, en fait, commet le viol? Oui, nous, on a traité un cas de ce genre. Un homme qui s'est confié à nous, qui était, on va dire, qui était abusé sexuellement par la femme de son père, à l'âge de 13 ans. Il dit que quand son père était quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui n'avait pas assez de temps, et donc, quand il rentrait tout fatigué et qu'il ne pouvait pas avoir des rapports avec sa femme, c'était des histoires. Et donc, lui, étant un jeune qui a voilà, un ado, mais qui s'est vite développé, du coup, elle rentre dans la chambre et elle lui fait faire des choses. Et pendant des années, il a dit, ça fait 5 ans,
qu'il a été abusé comme ça par la femme de son père, mais il ne pouvait pas parler à son père. Et c'était plus ou moins des menaces parce que sa mère n'était plus. Oh. Voilà, donc pour dire que le viol, ce n'est pas que la femme. Même le viol incestueux, ce n'est pas que sur les femmes. Il y a des hommes qui en sont victimes. Et je peux dire qu'il y en a plein, mais qui n'en parleront pas. Et surtout parce que c'est peut-être encore plus difficile pour un jeune homme de s'exprimer sur la question. De s'exprimer dessus. Sur la sexualité. Tu as ajouté quelque chose? Je voulais revenir sur la responsabilité du violeur. En fait, je le dis, il ne faut pas la déresponsabilité pour permettre aux parents, en fait, de dénoncer, aux témoins de dénoncer. Parce que si on dit, par exemple, qu'il faut chercher la cause du viol, le voisin va dire, bon, il faudra que je réfléchisse à pourquoi il a fait ça. Voilà. D'accord. Oui, surtout que chez nous régler tout ça. On aime bien expliquer. Non, peut-être que s'il a fait ça, je comprends très bien ce que je dis. Des fois, c'est très sournois. Parce que si on se dit, ah oui, donc peut-être que comme il est malade, il faut le laisser et tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs raisons d'expliquer pourquoi quelqu'un fait quelque chose de mal. Forcément, parce qu'on n'est pas censé naître et vouloir le mal de l'autre. Mais s'il y a des lois et il y a des crimes qui sont reconnus, des délits, etc., c'est parce qu'il y a des limites quand même dans les déviances qu'on a. Donc, on doit quand même se tenir au problème. Il a violé, il ou elle a violé, ils sont responsables. C'est tout. Ouais. Point. Il n'y a pas de... Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi identifier, il faut aussi savoir pourquoi il fait ça, avant même de chercher à... Peut-être même pour réduire le problème. De toute façon, c'est clair, je suis d'accord, on est toutes d'accord sur le fait que ce soit punissable. Mais d'où vient ce problème-là? C'est ça qu'il faut qu'on... Peut-être qu'on peut le résoudre à la source. À la source. Après, la question que je me pose, c'est vrai que récemment, dans l'actualité, on a eu plusieurs cas, notamment l'affaire du violeur de Bingerville, pardon. Et je sais que c'est une affaire dont la Ligue s'est saisie. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur l'affaire pour nous dire quels sont les faits? Est-ce que ce sont des faits fréquents? Est-ce que ce sont des faits récurrents auxquels vous êtes souvent exposés? Ce sont des faits récurrents. Je suis celle qui reçoit les cas à la Ligue. Et sur 10 cas, 8 cas sont des viols incestueux. Waouh. Oui. Donc le plus souvent, ça arrive dans la famille? Dans la famille. D'accord. Le violeur, ce n'est pas forcément le gars encagoulé qui se promène dans la rue. Et qui cherche. Voilà. C'est plus dans la famille, malheureusement. Et donc, allez-y. À Bingerville, c'était le beau-père qui était le violeur. Et il a violé la petite sur une longue période. Une longue période. La mère était au courant. Et elle n'a pas bougé le petit doigt. Il y a un monsieur dans l'entourage qui a lancé la lettre sur Internet. On l'a contacté, il nous a mis en contact. Nous sommes entrés en contact avec la petite. Et on s'est porté partie civile, on a porté plainte. Le monsieur a été arrêté, donc on attend la suite. Alors, ce qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est que la mère était au courant et n'a pas levé le petit doigt. Et ça, c'est quelque chose de très répandu, pas qu'en Afrique, partout dans le monde. On va avoir des cas, que ce soit des violences physiques où on bat l'enfant, ou alors on le viole ou on abuse de l'enfant. Et la mère ou le père, enfin l'autre, le conjoint, reste silencieux. C'est dû à quoi? Est-ce que quand vous avez parlé avec cette dame? Surtout la mère. Ouais. Je me souviens que lorsque on a envoyé la petite dans un centre pour qu'elle puisse y être réfugiée, il y a l'oncle, le frère au monsieur qui m'a appelé. Le frère du violeur. Oui, le frère du violeur. Il faudrait que je précise. Il faut mettre les mots, oui. Il m'a appelé, il ne s'est même pas soucié de la petite. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle a l'occasion d'aller à l'école? Il n'a parlé que de son frère. Il m'a demandé à ce qu'on se rencontre pour qu'on puisse parler d'humain à humain. Quoi? Ah ouais. Humain. En gros, un peu de pitié, quoi. Ayez de la compassion pour cette personne. Le violeur. Pour le violeur. Et donc, j'ai dit que c'était pas possible. L'affaire était en cours et donc on devait tous attendre, en fait. Parce que moi aussi, j'étais dans l'attente. Bien sûr. Voilà. Et donc, la mère, par exemple, elle n'a pas cherché à avoir les nouvelles de sa fille. Et ça arrive parce que la plupart du temps, il y a une dépendance financière et psychologique aussi. Voilà, j'allais en venir parce qu'il y a des femmes vraiment nanties
qui se taisent aussi. Parce que les violeurs, ils ont une forte capacité d'influence. C'est comme presque des pervers narcissiques. Non, pas forcément ça. Il y a la société, en fait. Le caractère sacré du mariage. Du mariage. Il y a la société. Vraiment, vous pouvez l'assumer. De mon avis, c'est le caractère sacré du mariage. Le mariage. Pas le caractère sacré. Pas le caractère sacré. Non. C'est le poids du mariage sur la femme. C'est ce que j'appelle le caractère sacré, en fait. Parce que le mariage est sacré, en effet. Et du coup, pour moi, la sacralisation est allée trop loin. Non. En fait, on n'a pas vraiment défini sur la femme, en fait, parce que la femme est censée. Non, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est qu'on protège le mariage à tout prix. Elle doit protéger son mari. Elle doit pas. Elle est garante de la cellule familiale. C'est sur elle que pèse tout ça. L'éducation des enfants pèse sur elle. La réussite de son mariage. Mais elle te dit pas que c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Elle dit juste que pour quoi ça peut expliquer. Les femmes en fait, ça fait partie aussi, Ami, si tu permets, un genre de stéréotype. Ce sont des préjugés qui existent depuis lors, en fait. Depuis que nos mamans sont des mamans, elles nous ont toujours dit le foyer, c'est le cœur. C'est la femme qui protège. C'est la femme qui se tait. C'est la femme qui obéit. Heureusement, mon maman n'a pas dit ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils je suis pas d'accord avec vous. Je vous écoute. C'est vrai, il y a certaines religions entre griffes qu'on te dira, quand tu n'es pas mariée, tu es une femme qui n'a pas de dignité. Humaine même, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, peu importe le statut social de cette femme, qu'elle soit ministre, qu'elle soit députée, qu'elle soit, peu importe. Mais elle n'est pas mariée. Dans sa région, elle n'est pas une femme digne. Voilà. Parce qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'elle n'est pas mariée. Ce n'est pas pour autant qu'il faut justifier le fait qu'il faut aller... Ah non, mais je pense pas qu'on le justifie. Vu le fait que tu dois te taire parce que tu vois une situation se faire. Si tu sors, tu vas exposer ton mariage, tu vas exposer ton mari. Je préfère exposer mon mariage que de laisser ma fille mourir dans les mains ça, c'est qu'on leur dit. En fait, c'est justement votre travail, c'est d'essayer de changer ça. D'essayer de changer ça. Alors, je sais que le débat est chaud, mesdames. On va revenir et continuer à en parler. Il faut qu'on parte en coupure pub. On se retrouve dans quelques instants. Surtout, restez avec nous. À tout de suite. Bienvenue à vous, et si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, on parle aujourd'hui du viol incestueux, du viol qui intervient dans la famille. Nous sommes aujourd'hui avec deux membres de la Ligue. Il s'agit de Marie-Paule Aukry, activiste donc au sein de la Ligue des droits des femmes, et Marie-France Kouakou, qui elle est expert en genre et développement. Alors juste avant de partir en pub, on était un petit peu dans un débat autour de ce qui pouvait expliquer le mutisme des femmes, en particulier des compagnes, qui sont témoins pourtant de ce que leur époux font à leurs enfants, à leur chair. Oui. Ce qui choquait complètement Aurélie. Franchement, et c'est normal, hein, je comprends. Aurélie saute de son siège. Alors justement, votre travail, j'imagine que c'est beaucoup de sensibilisation, parce que vous avez parlé à cette dame, vous avez parlé à d'autres femmes qui sont dans la même posture. Est-ce que vous avez l'impression que ce type de conversation peut aider à changer les choses, à changer les mentalités? Oui, c'est vrai que c'est très lent. Mais les variables sociologiques ne changent pas du jour au lendemain. Ça fait peut-être plus de 40 ans, parlons des droits de la femme. L'évolution, elle est très juste. Aujourd'hui, quand on regarde, on voit des femmes qui s'affirment, mais on voit aussi que ces femmes qui s'affirment n'arrivent pas à atteindre les objectifs parce qu'il y a plusieurs blocages qui sont à la fois sociologiques, économiques, politiques et structurels. C'est ça. Mais nous, en tant que membres de la société civile et en tant que des personnes qui militent pour tout ce qui est droit de la femme, on se doit de pouvoir continuer la sensibilisation. Parce qu'il faut pouvoir sensibiliser jusqu'à ce que les femmes comprennent qu'en fait, elles ne doivent plus être celles qui doivent toujours tout accepter. Bien sûr. Pendant que les hommes sont des dieux, ils sont peinards, ils sont assis et ils n'assument rien. Donc, à chaque fois, c'est des sensibilisations, mais ce sont des sensibilisations qui sont délicates. Aujourd'hui, on est un groupe de féministes. Vous êtes un peu taxés de ça. Franchement, aussi, on a tout type de problèmes. Parce qu'on nous appelle les femmes qui sont contre le mariage, on nous appelle les femmes qui sont contre la soumission, on nous appelle les femmes... Moi, je suis contre la soumission. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs. On est pareil. Voilà, les femmes qui sont contre la soumission, les femmes qui sont pour le divorce, les femmes qui ne sont pas prêtes à rester, à travailler main dans la main avec des hommes, on entend tout.
Mais est-ce qu'on ne peut pas juste dire que vous êtes des femmes qui militent pour le bien-être d'autres femmes, tout simplement? Et c'est ce qu'on est en train de... Ça devrait être, en fait, c'est ça, en fait, le but. C'est ça, je pense qu'elles veulent faire comprendre. Voilà, c'est ce qu'on veut faire comprendre. Les misogynes viennent un petit peu contrecaler. Et même, on laisse même les misogynes. Celles qui nous combattent le plus, ce sont les femmes. Ce ne sont pas les hommes. Mais c'est pour toutes les raisons que vous avez évoquées avant. Ce ne sont pas les femmes, ce ne sont pas les hommes. Parce que les femmes sont encore un petit peu asservies au niveau mental. Oui, c'est elles qui nous combattent le plus. Donc c'est pour ça qu'il faut axer la sensibilisation sur les femmes. Déjà, quand tu prends les statistiques, à 40%, ce que les dernières statistiques du ministère du Plan et de l'UNICEF qui ont fait sur tout ce qui est conditions de la femme, elles estiment qu'un homme doit les battre si elles ne le font pas à manger, si elles sortent sans prévenir et si elles refusent d'avoir des rapports avec cet homme. L'éducation. C'est-à-dire, donc du coup, quand tu es en face ce genre de femme, quel est le discours que tu tiens? Quand tu leur dis, par exemple, tu as le droit de disposer de ton corps comme tu veux, tu as le droit, il y a le consentement. Dès que tu lui parles du consentement, elle te dit, donc s'il veut, je ne dois pas lui donner. On dit, non, tu peux lui donner, mais si tu es fatigué, tu peux aussi dire que je suis fatiguée. Mais sauf que certains hommes n'acceptent pas. Mais est-ce que, là, je peux comprendre le problème du rapport de la femme à l'homme, mais une femme, ton enfant, tu l'as porté 9 mois. Tu es censée être la première protectrice de cet enfant. On parlait de viol incestueux. Même si c'est le père qui viole ou le beau-père qui viole, tu es censée protéger l'enfant. Est-ce que, je comprends ce que vous dites aussi, il y a le problème aussi financier qui fait que certaines femmes, malheureusement, ont peut-être peur parce que personne ne va les protéger derrière. Mais moi, franchement, je vous encourage à continuer cette lutte parce que, pour moi, je trouve ça inadmissible incompréhensible aussi. Incompréhensible qu'une mère puisse faire ça à sa propre géniture. En fait, apparemment et visiblement, le mal trouve... il a plusieurs racines et c'est compliqué. Et c'est un arbre qui est vraiment raciné. On se bat contre tous. Et c'est compliqué. Félicitations, vraiment. Moi, je tiens à vous féliciter. C'est du travail. Parce que entre une femme qui va comprendre qu'elle doit protéger son enfant, ce qui pour nous semble évident, parce que je sais pas, voilà. Un homme qui doit comprendre que son rôle, c'est pas de pouvoir asservir la femme qui est avec elle. Et son enfant. Comment être indépendante financièrement, parce que aussi, des fois, les femmes, elles refusent. Moi, j'ai déjà eu un témoignage d'une jeune fille qui refusait d'aller, de travailler parce qu'elle doit s'occuper de son frère. Elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas continuer ses études parce que son frère doit faire ses études. Donc, elle se sacrifie pour lui. Elle se met au second plan. Il a fallu que je la sensibilise pour lui dire, mais non. Donc, on a tous ces éléments qui se mettent en boîte et finalement, pour déconstruire tout ça, ça doit être énormément de travail. Compliqué. C'est compliqué. Il ne faut pas tout de suite tirer aussi sur la femme. Parce que là, on dit que c'est à la femme de protéger l'enfant. On oublie carrément l'homme. C'est aussi son enfant. Oui, vrai. Moi, par exemple, j'ai été éduquée par mon père. C'est pourquoi peut-être que je n'ai pas l'éducation des femmes africaines et tout. Voilà. J'ai été éduquée par mon père. Et donc, c'est la première figure que je vois quand on parle de parents. Et donc, je n'ose pas imaginer un père dit que c'est à sa femme d'éduquer son enfant, de prendre soin de son enfant. Et donc, lui, le père qui se permet de violer son enfant, il est tout aussi responsable que la dame qui se tait dans un mutisme complice. Il est plus, je dirais même. Ouais. Alors, vous saisissez de ces affaires-là, mais on imagine que le challenge principal, au-delà même du fait que les femmes, peut-être même parfois les hommes, se taisent, c'est que même il faut que la personne qui subit comprenne ce qu'elle subit. Oui, mais parce que souvent, ce sont des jeunes personnes. Hein. On peut commencer à se faire violer très jeunes. Est-ce qu'elles sont systématiquement conscientes de l'abus? Comment ça se passe au niveau des victimes en elles-mêmes? En fait, avec les petites victimes, avec les mineurs et tout, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut porter plainte. D'accord. Je suis la voisine de la petite en face qui est violée. Je le sais, je peux porter plainte. Parce que c'est une enfant, en fait. D'accord. Donc, elle peut ne pas savoir qu'elle est en train d'être... Ce qu'elle traverse, et c'est pas normal, déjà. Oui. Donc, là, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et donc, par exemple, quand elle va grandir, c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a été violée. Et avec ça, elle va développer des traumatismes. Bien sûr. Voilà. Elle va développer des traumatismes. Et ce sera vraiment assez délicat et douloureux pour Est-ce que vous pouvez expliquer, donner un exemple de traumatisme? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va nous dire, elle va développer des traumatismes, c'est des trucs de blanc.
Ah oui, si. Vrai. Ou après, elle va devenir une fille facile, elle va te dire qu'elle est comme ci, comme ça. Mais en fait, il faut... Qu'est-ce qu'on observe concrètement? Oui, concrètement, un jeune homme ou une jeune femme qui a été violée dans son enfance déjà, et en plus par une figure parentale, familiale. Est-ce que vous avez des exemples en fait, concrets d'impact en fait, sur les comportements? Oui, on va aller d'abord sur les études qui ont été menées en fait en France. On s'est rendu compte que 80% de ces victimes-là font des dépressions. Donc, vous avez des cas de suicide, vous avez des cas d'obésité, parce qu'il y a des personnes qui noient toute leur douleur dans la nourriture. Vous avez des cas de maladies qui se développent juste après l'âge de 30-36 ans. Donc, vous avez même des cancers. Vous avez ça peut avoir des répercussions sur le physique. Des infections. Voilà, contracter des infections après, quand le viol n'est pas su pendant longtemps. Une petite fille qui ne sait pas, même ce que c'est que fait une toilette intime, elle ne peut pas se rendre compte qu'après avoir eu des rapports avec un père qui doit rentrer, aller dans la douche, se nettoyer. Donc, ce sont des conséquences, en fait, qui sont visibles à la longue. Et il y a une chose aussi que l'étude révèle, c'est qu'il y a 2 observations pertinentes. Le viol te rend soit agressive, c'est-à-dire pour rien, tu peux péter un câble. Et la deuxième des choses, c'est que soit tu es agressive, soit tu deviens une personne qui est renfermée. Et là, quand tu es renfermée, c'est encore plus difficile. Tu n'arrives plus à te... Voilà. Et je crois qu'il y a une des artistes qui avait, je oublié son nom. Daphné. Daphné qui avait raconté son histoire pour dire qu'elle n'avait pas de rapport et tout. On a eu des cas de viol où il y a des femmes qui ne veulent même pas qu'on les touche, en fait. C'est-à-dire, dès l'instant qu'elle est dans une chambre avec un homme, elle est traumatisée, elle veut sortir de la chambre. Et il y a aussi des cas de déviance sexuelle. Voilà, déviance sexuelle également, des cas de déviance sexuelle. Et le dernier cas, c'est quand on te parle de, Ami l'a dit tout à l'heure, de filles faciles. Ouais. En fait, c'est une perte de confiance en soi, une perte de dignité. Tu te dis, je suis plus digne, tout le monde peut faire ce qu'il veut de moi. De toute façon, mon corps a déjà été... Mon propre père même m'a dévalorisé en couchant avec moi. Donc, bon, peu importe que je sois avec X ou Y, à la rigueur, I don't care, comme le dit mon corps n'a plus de valeur. Mon corps n'a plus de valeur. Et donc, vous allez retrouver ces filles-là dans certaines facilités, après même, qui se retrouvent dans la prostitution. Il y a tout ça, en fait, parce que le plus délicat, en fait, en termes de viol incestueux, c'est le volet psychologique. Comment on arrive à travailler sur le psychique de ces personnes pendant une longue période? Ce n'est pas un suivi qui est juste un mois, on t'a suivi et on te laisse. Non. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Ligue, ce travail-là, il est fait vraiment minutieusement et surtout par OCRI, qui est notre responsable des cas, des interventions sociales. Quand il y a un cas, elle va jusqu'au bout et on va jusqu'au bout. Après, on prend des nouvelles de la victime pendant une longue période. Oui, parce qu'il faut un suivi. Effectivement, il faut un suivi. Il faut un suivi et aujourd'hui, les campagnes de sensibilisation, l'agressivité de la communication de la Ligue a fait que même, moi je suis tellement contente que certains hommes, c'est-à-dire se rapprochent de moi pour m'expliquer des cas de viol de leurs petites sœurs il y a des années. On a eu un homme qui s'est rapproché, un docteur même à l'université qui dit qu'il est prêt à aller porter plainte parce que sa petite sœur a été victime de viol il y a 20 ans en arrière. Ils n'ont pas compris pourquoi la petite avait perdu un rendement scolaire, elle ne travaillait plus alors qu'elle était première de sa classe. Et ce n'est que cette année, elle a eu le courage de dire, voilà ce que X m'a fait. Et je vous assure, c'était un viol incestueux, c'était quelqu'un de la famille. Et quand c'est quelqu'un de la famille, c'est très difficile de dénoncer. Et aujourd'hui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on se réjouit que ce soit un sujet même qui soit débattu aujourd'hui à la télé, partout. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et quand on se rend compte qu'on peut se porter partie civile et que la loi pénale au niveau de la Côte d'Ivoire a évolué, ce qui veut dire, la preuve, Benjerville, c'est le voisin. Oui, effectivement. Qui a dénoncé. Qui a dénoncé. Donc, ce qui veut dire que nous sommes tous responsables. On ne peut pas regarder des cas de viol autour de nous et faire comme si ça ne nous concernait pas. Du coup, vous, au niveau de la Ligue, quelles sont les actions que vous menez, enfin que vous faites pour soutenir justement ces jeunes filles? Est-ce que vous les logez? Quel type de suivi vous faites concrètement sur le terrain à chaque fois que ça arrive? D'accord, là, Okri va répondre. En fait, c'est là même que repose toute notre difficulté. Voilà. Le centre Pavios, qui n'est pas vraiment réhabilité, désolé au ministère,
C'est vrai, hein, il faut le dire. C'est vrai, il faut le dire. J'avais le droit de dire la question du ministère. Qui n'est pas vraiment réhabilité. Et donc, lorsqu'on on veut envoyer une victime là-bas, c'est pas vraiment effectif. Et donc, il faut se tourner vers des centres privés. C'est vers les centres privés que nous envoyons nos victimes et tout. Donc, ça pose assez de problèmes. Comment extirper la victime de son milieu dangereux pour l'envoyer dans un lieu un peu plus paisible? Et donc, on n'a pas vraiment les moyens. Et donc, ça fait que notre travail n'est pas vraiment efficace. Voilà, donc on a un souci, de financement et de refuge. Et donc, si les membres du ministère me regardent... Et même les téléspectateurs. Et les personnes de bonne volonté aussi. Franchement, on a des mécènes qui nous aident aussi, il faut le dire. Il y a des personnes, quand on lance des appels à dons pour des dons, pour des cas de violence sexuelle ou même de violence conjugale, on a des appels de partout, des personnes qui sont prêtes à nous aider. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que vraiment qu'il y ait un donateur qui nous dise, venez prendre ma villa. Voilà. Franchement, vous allez loger vos femmes là-bas. C'est la chose bien devant la caméra. Franchement, ce que nous, ce que la Ligue demande à tous ces donateurs, c'est de nous mettre à disposition une villa de moins 4 à 5 pièces, franchement. Ouais. Comme ça, on pourra avec merci. Oui, un truc bien. Un jardin. On pourra non seulement loger nos femmes, on pourra aussi leur donner des formations. Oui, des formations. Et puis les psychologues, on ne sera plus toujours obligé de dépenser des sous pour qu'elles puissent aller rencontrer des psychologues. Les psychologues pourront venir sur site. Hormis ça, on travaille avec des gynécologues. Souvent, il n'y a pas la possibilité pour ces femmes de pouvoir se déplacer à tout moment. Donc, on pourra avoir des gynécos qui seront dédiés, des psychologues qui seront dédiés, et même des consultations juridiques avec la Commission nationale des droits de l'homme, qui pourront aujourd'hui, avec les associations de juristes, des femmes juristes, venir sur site, parler avec ces femmes qui souvent n'ont même pas envie de sortir de là où elles sont. Donc, on a un besoin qui est imminent, qui est pressant, cher donateur. Alors, si vous avez un numéro de téléphone, si quelqu'un veut bien veut se prononcer, veut faire un don. D'accord. Le 07 57 20 44 56. D'accord. Vous pouvez le répéter une fois encore? 07 57 20 44 56. Et moi, j'ai une petite suggestion à vous faire. Moi, je pense qu'il faut chercher votre villa, chercher l'endroit et puis lancer un appel à dons. C'est vrai que ce serait peut-être plus... C'est vrai. Je suis absolument d'accord. On prend note. Comme ça, après, il aussi, faut prendre la mesure de ce que ça représenterait en loyer, etc. Et est-ce que j'ai en charge mensuelle? Surprise des devoirs. Et pour vous rassurer sur ce point, on a déjà le dossier, on a le budgétisé avec tout ce qu'il faut. Le projet est là, il est prêt. On attend juste que quelqu'un nous dise venez et on lui sort le dossier. Et là, tout de suite, si on vous donne un chiffre, vous avez besoin de combien exactement? Quand on a fait le premier budget prévisionnel, on tourne autour de 15-20 millions, c'est ça, hein? Oui. Pour la première année. Et ça, excusez-moi, mais en termes d'aide publique, d'aide de l'État, il n'y a pas aussi des moyens de se rapprocher du ministère auquel vous devriez être attaché, tout simplement? Oui. Je sais que c'est un sujet qui fâche un petit peu toujours. Tout le monde a peur de parler de ça, mais je veux dire, est-ce que c'est pas aussi une piste que vous envisagez? Oui, pour notre appel à projet, on veut toucher tout le monde. D'accord. Que ce soit le ministère, que ce soit les organisations internationales, que ce soit le secteur privé. On parle aujourd'hui de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Oui, une entreprise peut se porter garantie. Je dis, bon, moi, au niveau de, par exemple, je prends un exemple de Koumassi ou de Makori, je décide de mettre en place un centre d'accueil dédié aux femmes victimes de violences et on met le nom de l'entreprise juste dessus. Ça aussi, c'est un projet. Bien sûr. En fait, pour dire qu'à la Ligue, on a des projets. On a un laboratoire de projets et on a des solutions. C'est juste, vous avez besoin... Voilà, on a juste besoin de financement. Oui, je veux revenir aussi. Le 8 mars, on a fait un appel à projet, c'est ça, non? Oui. Un plaidoyer pour dire nos besoins, les besoins des organisations qui luttent contre les violences basées sur le genre. Et il y avait la création d'un centre de refuge là-dedans. Et donc, la ministre peut voir sur son bureau, le document est là. Et là-bas. Il est posé. Et comme on a une nouvelle ministre, on va encore retourner. En fait, il faut le renvoyer. Le 8 mars prochain, on aura un plaidoyer qui sera entendu. Ouais, vraiment, on vous le souhaite. Hein. Ouais. Et puis, encore une fois, on salue vos efforts et votre lutte quotidienne. Ce que vous faites, c'est louable, il faut continuer. Et puis, on espère qu'il y aura effectivement des appels. Les appels vont pleuvoir après cette émission. Merci à toutes les deux. Moi, je serai une future volontaire.
Oh, ouais, on va en parler en coulisses. Déjà commencé à parler à Désiré. D'accord. Merci beaucoup Marie-France, merci Marie-Paul d'avoir participé à cette émission. On espère vous avoir très bientôt sur le plateau. Vous surtout ne bougez pas, on se retrouve juste après une courte page de pub pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, je vous rappelle que c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors c'est le numéro 4 de la TNT et le numéro 204 du bouquet Canal. Donc continuez à nous suivre quotidiennement. À toi Aurélie. Alors aujourd'hui dans la zone digitale, Ami va nous parler de ces entrepreneurs qui osent dénoncer les problèmes et les faits sur leurs réseaux sociaux. C'est tout de suite. Alors les filles, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas facile, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est pas évident entre gérer les charges, gérer les employés, s'assurer qu'on ait un chiffre d'affaires quand même pour se nourrir. C'est très passionnant. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est mon truc. Mais passionnant. C'est du, voilà. C'est qu'on aime ça, en fait. On est dedans. C'est du masochisme un peu, non? Un peu, mais c'est très gratifiant, en tout cas, quand tu bénéficies du fruit de tes efforts. Travail, ouais. Par contre, il y a les difficultés, il y a des entrepreneurs qui décident d'en parler sur leurs réseaux sociaux. Et on a 2 qui ont attiré mon attention récemment parce que vraiment, leur voix emportée, parce que c'est 2 voix, et leur voix emportée, c'est Bakeries, déjà, de la jeune Karine Dali, qui en fait est une entrepreneure qui s'est lancée il y a 3 ans avec son coffee, on va dire son coffee shop mobile. Ouais. Et avec son coffee shop mobile, elle était dans différents quartiers, sauf que on l'a déplacée parce qu'elle ne devait pas rester là. On va dire que le système on va dire légal ne connaît pas vraiment son modèle de fonctionnement. Ouais. Donc elle a bougé un peu, elle s'est retrouvée elle a commencé à louer un espace en fait finalement. Et malheureusement pour elle, en avril, le 13 avril, elle fait un live et on est en train de la déloger parce qu'on lui dit que ce local, elle ne peut pas y rester parce que ce n'est pas le vrai propriétaire en fait veut récupérer l'endroit. Je crois que c'était plutôt qu'il voulait vendre. Il l'a vendu à quelqu'un. Il l'a vendu à quelqu'un. Oui, ça arrive souvent ce genre de propriétaire en fait. Et donc elle a osé prendre son téléphone, faire un live et se plaindre de ce qu'elle vit et subit parce qu'effectivement il y a des moments dans la vie d'entrepreneur où tu as juste envie de t'arracher les cheveux et tout. Et c'est ce qu'elle a fait en live. Et ça a apporté ses fruits. Ça a apporté, en tout cas, jusque vers les autorités. Mais surtout, ça a sensibilisé la population, en fait, et les internautes, sur ce qu'elle est en train de vivre, mais aussi sur son business. Ouais. Donc, et du coup, c'est de la publicité en plus. Voilà, et c'est ce que je voulais dire. Justement, en fait, finalement, cette action-là, c'est une action qui lui a servi justement pour dénoncer un fait qui n'est pas juste. Et donc, ça a attiré l'attention des autorités, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, ça lui a permis de communiquer sur sa marque. Donc, petite anecdote, par exemple, j'ai regardé un peu son compte et j'ai vu... Instagram, Facebook Facebook, sa page Facebook, justement. Avant le live, le fameux live, j'ai vu une publication qui était à 99 likes. Après le fameux live, elle est passée à 2000 likes. Et donc, moi, je suis très contente pour elle parce que justement, ça va lui permettre de gagner encore de gens en clientèle, en fait. Sûr, donc, c'est un avantage. On parlait la semaine dernière de buzz, mais ce genre de buzz, c'est très positif, en fait. Moi, je ne connaissais pas vraiment, mais c'est vrai que quand j'ai vu, j'ai liké sa page, quoi, parce que c'est... Ah oui? Ouais. C'est pas facile. Surtout qu'en fait, le coffee shop itinérant, c'est un super concept. C'est un super concept, sauf que, voilà. Nous, ici, ça veut dire que tu es dans une place, quand tu es devant, tu dois pas être sur la route, etc. Donc, ça a été assez compliqué pour elle. Donc, félicitations à elle, en tout cas. Félicitations surtout pour son courage de dénoncer quelque chose qui la dépasse, en fait. Et il y a une deuxième, justement, entrepreneur qui s'appelle Alice. Alice, en fait, elle a la marque AliWax. Donc la marque, c'est une marque de produits, donc vêtements, accessoires en wax. Elle a été cambriolée.
Son magasin a été cambriolé, près de 2 millions de francs CFA de produits, de marchandises ont été volés. Ouais. Donc, elle aussi, elle a fait son live, elle a exprimé son désarroi. Et en fait, la communauté, enfin, les internautes aussi ont été sensibilisés par son message et par sa détresse. Il y a eu un hashtag, je cite, AliWax a été lancé, une collecte de fonds, justement, pour pouvoir l'aider à recouvrir les pertes. En fait, ses pertes. Elle a informé tout le monde que les magasins autour, en fait, dans les alentours ont été également cambriolés et que apparemment les malfrats regardent un peu sur Internet. Regarde un peu la localisation des magasins et utilise Internet justement pour aller trouver leurs cibles, quoi. Leurs cibles et puis les voler. Donc AliWax aussi, pareil, elle a porté son message très haut et on a vu un de ses posts récemment qui a eu près de 8000 likes. Alors qu'avant, on était à 500, 600 likes. Elle est déjà assez connue quand même, mais elle a quand même boosté aussi sa visibilité. Et donc, je ne dis pas qu'il faut faire des lives systématiquement. Donc non, je ne dis pas qu'il faut systématiquement faire des lives pour raconter ses problèmes, c'est pour avoir de la visibilité. Mais j'ai juste envie de dire que je suis assez fière de voir des femmes qui ne se taisent pas sur leur réalité d'entrepreneur et qui utilisent le digital toujours, encore une fois, pour pouvoir s'exprimer et porter le message très haut de la vie d'entrepreneur. On se rappelle aussi de l'histoire Texas Grill à l'époque avec Goris Maxwell qui a vu son endroit cassé complètement alors qu'il avait investi toute sa vie presque dans ce nouveau resto. Et c'est vrai que ça a apporté parce que je crois qu'il a reçu un soutien de la part d'une personnalité politique. Et aujourd'hui, je crois même qu'il va bientôt ouvrir son lounge. Donc, clin d'œil à Goris. Voilà. Et en fait, le point, c'est que finalement, en tant qu'entrepreneur, je sais que j'avais fait une publication où je parlais des difficultés d'entrepreneur et qu'on dit qu'on ne peut pas parler parce que c'est tellement compliqué et qu'on a du mal à s'exprimer dessus. Je pense que des fois, c'est bien de s'exprimer sur nos difficultés, de dire ce qui ne va pas, parce que ça nous permet non seulement de nous libérer et de partager ça à tout le monde, mais ça a quand même un bon plus pour notre business. C'est surtout de dire qu'il ne faut pas abandonner, en fait. Même et puis, ce que je pense, ce qui est bien aussi, au-delà du fait de booster sa visibilité et peut-être de changer la donne pour ton business, c'est qu'on a un petit peu l'impression aussi parfois d'entendre tout ce qu'il y a de rose et de beau sur l'entrepreneuriat. Exactement. Et je pense que pour les personnes qui veulent se lancer, c'est bien qu'elles sachent où elles vont. Vraiment, et donc d'avoir un discours transparent. Exactement. Voilà ce sur quoi vous risquez de tendre, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous lancer, mais sachez au moins vers quoi vous mettez les pieds. Merci beaucoup, Ami, pour cette superbe chronique. Vous, ne bougez pas, on se retrouve juste après une dernière page pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Je vous rappelle que nous vous invitons tous les jours à commenter les actualités, les sujets dont nous parlons tous les jours sur ce plateau via les réseaux sociaux. La nouvelle chaîne ivoirienne a sa page Facebook, elle a sa page Instagram. Donc n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur les rubriques dont nous parlons. La zone digitale, par exemple, qui a évoqué donc cette libération de la parole des entrepreneurs. Donnez-nous votre avis sur la question. On va à présent passer à ce moment où nous partageons nos coups de cœur et nos coups de gueule du moment. C'est dans la rubrique « Ça crush ou ça clash ». Les filles, je vais commencer si vous me permettrez. Bien sûr. Permettez. Alors, moi, c'est un crush aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. En fait, c'est un crush. Mais l'histoire en général est un clash, mais c'est un crush. Vous avez sûrement entendu parler de cette conversation, de ce débat qui existe depuis plusieurs années, surtout de tout ce qui est lancé par des promoteurs d'art africains, qui demandent la restitution des artefacts et des biens africains qui ont été pillés durant la colonisation. Donc, qui se retrouvent aujourd'hui au musée, au Quai d'Orsay, au musée d'Orsay à Paris, ou dans d'autres musées de la place européenne ou ailleurs, et qui nous estimons, que les Africains estiment, devraient revenir en Afrique. Alors, ce qu'il y a eu aussi comme résistance de la part de ces conservateurs de musées, par exemple, c'est oui, l'Afrique n'est pas forcément en mesure de s'occuper comme il se doit de ces œuvres d'art précieuses que nous mettons en valeur parce qu'on a les infrastructures. En Afrique, il n'y a pas de musée, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et en fait, c'est un peu du bullshit.
On le sait très bien parce qu'il y a de plus en plus d'espaces liés à la culture, pas partout, mais il y a un effort qui est là. Et surtout, c'est pas leur problème en vrai. Franchement, si on les jette. On en fait ce qu'on veut. Après tout, c'est ton héritage. Mais c'est vrai, c'est ton héritage historique. Quoi qu'il en soit, il y a eu un pas qui a été fait et c'est un pas qui a été fait par l'Allemagne, qui a justement prévu de restituer au Nigeria, d'ici l'année prochaine, des objets historiques connus sous le nom de bronze du Bénin, qui avaient donc été pillés pendant l'époque coloniale. Et donc, ça fait suite à un accord entre les dirigeants politiques, culturels allemands et ceux du Nigeria. Et donc, on espère que cela va impulser donc une sorte de mouvement général et que ça va se faire du côté... Moi, c'est comme ça, parce que j'avoue que je me demande pourquoi est-ce qu'il faut des accords politiques et internationaux pour une simple statue. Excusez-moi, je sais que ça coûte de l'argent, je sais aussi que c'est de l'histoire, mais comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui appartient à l'Afrique, c'est quelque chose qui appartient à une culture, à un peuple. Laissez-nous en disposer, on n'a pas besoin d'accords internationaux politiques, il y a bien plus grave que ça, non, je pense, dans la vie. Oui, mais alors le fait est que c'est comme ça. Enfin, tu vois, je veux dire, dans les faits, ils veulent pas les restituer. Et puis après, n'oublie pas qu'il y a quand même tout ce qui est discours condescendant vis-à-vis de l'Afrique aussi qui est là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je suis pas en train de leur donner une médaille d'or, mais au moins c'est un premier pas qui est fait. Ouais. Et j'espère que la France va suivre, que d'autres pays européens vont suivre et qu'on va nous restituer nos choses, quoi, tout simplement. No comment, toi aussi? No comment. Enfin, si, comment, mais ça, comment, tu vas pas aimer. Ah, tu penses qu'on ne devrait pas restituer? Non, pas qu'on ne doit pas restituer. C'est très bien qu'on restitue, mais je vais encore aller plus loin, parce que dans la polémique, en fait. Oui. Et effectivement, c'est vrai que c'est très condescendant et c'est pas eux de le dire. Mais je ne parle pas forcément pour le Nigeria qui est dans une démarche culturelle. Je parle peut-être pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est culturellement, on n'est pas... Pour moi, on se débat encore. Ouais. Et est-ce on est déjà prêt à recevoir ces œuvres? Est-ce qu'on les comprend, on les respecte telles que... Oh, je suis pas d'accord avec toi. La Côte d'Ivoire, petit à petit, tu as quand même des espaces culturels, ça commence à devenir une place. Oui, mais c'est encore une fois des initiatives privées. Oui, voilà. Donc, quand on parle d'accords, c'est des accords avec des personnes qui peuvent comprendre que c'est quelque chose de culturel. Oui, donc effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement s'approprie d'où ton no comment. Voilà. Je comprends. Bon. À qui le tour? À moi? Vas-y. Bon, je sens qu'on va m'attacher un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, je vous préviens, au début, c'était un clash. Mais après mieux réflexion, c'est un crush. Oui. Schizophrène aujourd'hui. Bipolaire. Dis-nous, explique-nous. Je parle de la CIE. Ça, je pense que c'est le sujet... On va m'attacher. Bon, alors, tout le monde pense à ça en tout cas. Je parle de la CIE. Je sais qu'on est tous un petit peu énervés avec le fait que ces derniers temps, la CIE nous fait subir des interruptions volontaires d'électricité. Intempestives, je dois le dire. Mais je dois reconnaître qu'il faut regarder aussi au passé et il faut regarder au présent. Il y a des années de cela, franchement, on subissait beaucoup plus ces coupures que maintenant. Il faut savoir que la CIE aussi a développé un réseau électrique qui fait qu'on fournit aussi l'Afrique de l'Ouest, voire même un peu plus loin que ça. Donc c'est vrai que certains moments, il peut arriver qu'il y ait des coupures pour certains réaménagements, je veux dire. Mais quand même, je tiens à louer quand même leurs efforts, même si je sais qu'on est tous un peu énervés quand on coupe le courant. Et je parle surtout pour les anciens quartiers, parce que je sais que les nouveaux quartiers, c'est pas encore évident pour vous, mais j'espère en tout cas. Je ne reçois aucune compensation, je ne fais aucune publicité, aucune compensation financière, c'est juste un point de vue. Mais pour moi, c'est un petit crush, pour les efforts qu'ils fournissent. Je comprends ce que tu dis, mais alors autant, ok, c'est vrai qu'il y a de l'évolution, mais là où je dirais que je suis pas trop d'accord sur je dirais no comment, c'est que quand même, je pense que quand tu es dans une démarche de progrès, c'est pas grave de communiquer, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit manque de communication. Ah bon? Ok, alors autant pour moi, peut-être que j'ai raté. On reçoit des messages déjà. Ah oui, c'est vrai, des SMS. Quand il y a des coupures, on a des communiqués qui sont annoncés, donc ils communiquent, ils font vraiment des efforts. Okay. Ils font vraiment des efforts. Alors autant pour moi, non, no comment. Et là, pour la cause, pour avoir travaillé avec des équipes justement de communication, donc je l'assume totalement. Ouais. Je sais quels sont les efforts qui sont faits pour informer les populations sur les coupures. Et les coupures ne sont pas volontaires. Je ne crois pas qu'un employé veuille couper le courant juste comme ça. Donc, étant donné que c'est involontaire et qu'ils n'ont pas décidé de couper le courant, mais que ça doit être soit des accidents, soit... Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas parler à leur place.
Je crush, pourquoi? Parce que je sais qu'ils ont mis en place tout un système pour nous permettre d'être informés et pour essayer de nous rassurer le mieux possible. Après, c'est vrai que quand tu n'as pas le courant de 8h à 8h le lendemain... Tu es un peu aigri. Tu pètes. Un peu irrité, Tu pètes des câbles. Surtout qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait chaud. Surtout que tu dois payer des factures qui sont quand même... Il faudrait qu'on envisage aussi de faire mais peut-être crush plus pour les équipes. Oui, qui se battent pour justement rétablir. Il faudrait quand même nous aussi, je sais que ça coûte encore très cher, mais qu'on envisage de se faire une sorte de système bi-électrique, c'est-à-dire, si je peux m'exprimer ainsi, moitié solaire, moitié électricité. Comme ça, au moins, là, on parle de ça. C'est vrai qu'il est temps. C'est le prix qui est là. Mais quand même, c'est vrai que c'est une énergie sur laquelle on devrait se reposer aujourd'hui dans nos pays. À toi, Ami. Alors, moi, j'ai un clash. Un clash. Il y a un bad buzz. Il y a un buzz qui est très bad en ce moment. Une femme qui a découvert les infidélités de son mari avec une autre femme mariée et qui a publié toutes les conversations, enfin toutes, je ne sais pas si toutes, mais en tout cas, les conversations, un paquet de conversations. Sur ses réseaux sociaux. C'est pas joli à voir. Moi, de mon point de vue, j'ai envie de dire que je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans la vie de couple des gens. Ça, c'est mon point de vue. Mais au-delà de ça, encore une fois, je pense que j'en ai parlé ici, et on ne peut pas partager des données personnelles. Je peux comprendre qu'on soit en colère, parce que, enfin, même pas en colère, être trahi, c'est indescriptible, ça c'est sûr. Mais justement, comme on dit chez nous, il faut savoir garder ta raison. Donc, en fait, partager ces conversations, c'est encore une fois plus attirer l'attention sur toi en fait. Cas, oui. Et c'est pas un truc. Et la deuxième chose, c'est que le problème, c'est le problème où on accuse encore une fois la femme mariée qui est avec l'autre, le mari, et qu'on n'est pas en train de se tourner vers la personne, son mari. Oui. Donc ça encore une fois, c'est des trucs de femmes. Je clash ça. Moi, no comment. Non, moi, tu as raison. On lave son linge sale en famille. Voilà, déjà. Et puis effectivement, c'est ton mari qui t'a trompé. C'est ton mari qui t'a trompé, c'est pas l'autre famille. Je ne justifie pas sa réaction, mais je me dis que c'est vrai que souvent, certaines fois, les hommes là sont un peu graves, quoi. Je sais pas. Oui, mais est-ce que sous le coup de la colère, tu dois agir? Moi, c'est vrai que sur le coup de la colère, parce qu'aujourd'hui, il y a des photos de la fille. Je peux la comprendre que sur le coup de la colère, elle crée des problèmes à l'autre. Elle a créé. Oui, mais encore ça. Encore, on va dire que si elle fait ça, c'est mérité, c'est ça. Soumise, elle gère ça comme ça. Franchement, comme on dit, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On peut pas se plaindre. On peut pas la juger pour ça. Mais en fait, c'est surtout de pouvoir publier des conversations comme ça, numéro de téléphone, photo de l'enfant, photo de la dame. Ah, il y a les enfants aussi. Oui, la photo de le tout. Les enfants, en fait. Non. La dame, tu peux te fâcher, tu la publies et tout, mais les enfants, non. Voilà, en fait, donc... moi, je suis pas... Moi, je pense que j'ai envie de dire que vraiment, il y a des moyens plus sympathiques de faire. Et plus efficaces. Ah ouais? Il faudrait donner les astuces. On dit à la jeune femme de se tourner vers Ami pour les tips, là, pour les astuces. Bon, les filles, cette conversation est très intéressante, mais on va la continuer en coulisses car c'est le moment de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro des Femmes d'ici. D'ici là, excellente fin de journée. Bye bye.